Oui, Lydia, dans le Jeudi Info ce dimanche, l'invité ce dimanche, nous avons deux invités. Déjà, nous recevons Monsieur Eric Chachot. Monsieur Eric Chachot, il est poète. Alors Lydia, on va t'écouter, nous parler, nous donner un peu la biographie de ce poète, Eric Chachot, Lydia. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes avec nos invités, Monsieur Eric Chazot et Monsieur Le Mignon. Eric Chazot, spécialiste mondialement reconnu du Népal et du Tibet. Eric Chazot nous propose son troisième recueil, Le bonheur est impossible, et interroge d'emblée le lecteur. Ce poème vivrait-il si tu ne le lisais pas? Oui, la vie est de même. Sans ton regard sur elle, elle n'existerait pas. Le moment de dire vrai en 143 poèmes. Autant de textes toujours ciselés, subtils et délicats. Eric Chazot est également l'auteur d'un roman biographique remarquable sur le roi Pratap, malade de Katmandou, 1624-1674, qui se faisait appeler Kavendra, le roi des poètes. Il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation ce matin dans votre émission JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Cette émission, n'oubliez pas, est en partenariat avec la radio Passion Culturelle qui sera rediffusée à partir de 10h jusqu'à midi sur le www.larpcplus.online, sur la chaîne YouTube de la radio Passion Culturelle et le Facebook Live de la radio Passion Culturelle et RPC Radio. C'est à vous, Simplice. Oui, nous venons d'écouter la biographie de Eric Chazot. Il est avec nous en studio. Eric Chazot, nous le recevons maintenant dans l'émission JD Info, dans l'invité de ce dimanche sur les 106.3 FM. Un poète originaire de la France. Il est avec nous, Eric Chazot. Alors Lydia, sur la radio-fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, nous recevons Monsieur Eric Chazot, poète. Il est avec nous. Lydia, tu vas nous faire une petite présentation de l'invité. Lydia? Oui, bien sûr. Oui. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Eric Chazot. C'est bien ça, Chazot, hein? Je ne me trompe pas, Chazot. Oui. Vous êtes spécialiste mondialement reconnu du Népal et du Tibet. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, c'est un peu... Oui. C'est le reflet de la réalité, oui, mondialement connu, oui, parce que c'est des sphères, effectivement, maintenant, où l'art, ça concerne tous les pays, et donc, c'est pas que ça fait énormément de gens, mais les gens qui s'intéressent à l'art du Népal, oui, ils me le connaissent, oui. Oui. Alors, il est avec nous, il est aussi en compagnie de Eric Le Mignon, coach. Oui. Bonjour à tous. Théâtre and coach. Exactement. Je pense que finalement, tu vas finir par nous coacher. Hein. Il faut que. C'est vrai. Ouais, parce que là, je vois que tu as quand même une voix aussi radiophonique et tout. Alors, il faut qu'on ait une voix comme toi aussi. Ah ben écoute, c'est très gentil. Très bien. Alors, l'autre. Pour Monsieur Chazot, on va rentrer tout de suite. Hein. Oui, alors après la petite biographie, Lydia, il nous a ramené beaucoup de livres. Hein. Là, je vois Himalaya, Un amour de chaman, Le sanctuaire des passions, Eric Chazot, Lire, hein. Le bonheur est possible, Eric Chazot, Voyage dans un cristal couleur de chair, Le seigneur de Katmandou, édition El Viso, Tandra. Ah ben finalement nous sommes gâtés. Je vois à peu près je crois qu'il y a quand même c'est une commande des poèmes. Non, au départ, j'ai vécu au Népal de 1975 à 1988 et je me suis intéressé au chamanisme, au tantrisme et à la culture népalaise parce que j'ai été surpris de découvrir, c'est au hasard des voyages, hein, un pays dont on m'avait parlé, j'avais lu des livres, par exemple Annapurna Premier 8000 de Herzog, pays dont on parle et les habitants, ce sont des porteurs en fait, c'est tout. C'est les Occidentaux qui montent au sommet des montagnes et les Népalais ne sont bons qu'à porter. Et moi, au Népal, j'ai découvert un pays, un peuple extrêmement cultivé, extrêmement raffiné, avec des traditions, avec une culture qui m'a vraiment impressionné et qui m'a donné envie de la comprendre, de l'étudier
Et le premier ouvrage, et à l'époque, c'était la fin du mouvement, entre guillemets, hippie sur Katmandou. Et il y avait encore quelques Américains qui publiaient des livres sur papier de riz, etc. Et comme moi, j'écrivais de la poésie, ça m'a quand même intéressé de rencontrer des gens qui étaient un peu, disons, les survivants de la Beat Generation. Donc j'ai fait des petits ouvrages comme ça sur papier riz, de la poésie. Mais le premier ouvrage que j'ai fait sur le Népal, ça s'appelle Contes et légendes du Népal. Vous ne l'avez pas là parce que j'ai plus de copies. Oui. Mais c'était le premier travail que j'ai fait. Parce que c'était un style romanesque ou essai non, Contes et légendes du Népal, c'était une compilation de contes. Oui, voilà, de contes oui. et indistinctement de contes et de légendes, c'est-à-dire de la culture de base népalaise. Ouais. Et j'ai entrepris l'écriture du roman qui s'appelle Le Seigneur de Katmandou en 1979. Ah ouais. Et je ne pensais pas que l'aventure durerait aussi longtemps parce que ça m'a entraîné dans des recherches. C'est un roi qui a vécu au XVIIe siècle et des recherches quand même qui ont duré pas mal d'années et surtout une écriture difficile pour que ça soit intéressant, que ça soit pas un documentaire, un catalogue et donc il a été publié en 2020 ou 2021 pour dire que bon, ça fait une quarantaine d'années entre le démarrage et puis la publication. Oh, quelle patience, ça. Je dirais. Alors Lydia, tu as une question, Lydia? Oui, bien sûr, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait qu'un texte est poétique? Qu'est-ce qui fait aussi la poésie d'un texte? Alors là, c'est une vaste question. Je pense qu'on peut s'installer et puis y passer les 6 prochains mois. Mais parce que les points de vue sont différents. Et moi, mon point de vue, c'est que urinoir, par exemple, c'est pas poétique et que ça va pas dans la poésie. Mais il y a des gens qui ont un point de vue totalement différent. Moi, je pense que quand même, il y a une sélection des mots. Mais ça n'est que mon point de vue. Parce que maintenant, la poésie, il y a vraiment des choses. Si vous prenez un poète comme Prévert ou Apollinaire, il y a des grandes distances entre eux, bien qu'ils soient tous les deux libres. Et après, on compare à Baudelaire, on compare à... et c'est très difficile de dire en quelques mots. Mais pour moi, la poésie, c'est... c'est ce qui fait résonner le mot dans toute sa plénitude. C'est-à-dire que l'apprentissage de la langue, la première fois qu'on entend un mot, ça s'imprime comme dans une pâte molle, comme un seau qui s'imprime. Et à chaque fois qu'on va entendre ce mot prononcé, ou qu'on soi-même on va le prononcer, l'empreinte dans cette pâte émotive, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, va se renforcer. C'est-à-dire que le mot, il va être accompagné d'une multitude d'émotions. Et la poésie, ça consiste à faire sortir toutes ces émotions en même temps quand on prononce ce mot. C'est un peu ça pour moi, la poésie. Mais bon, on pourra en parler, bien sûr, il n'y a pas que ça. Alors, les livres que nous avons ici, vous allez nous dire, quels sont ceux qui sont des poèmes Alors, les 3 livres, le Sanctuaire, alors il y a Sanctuaire des Passions. Sanctuaire des Passions, c'est un recueil de poèmes. Ah oui, bien sûr, j'avais deviné. Et Himalaya, non 130 poèmes. Alors, Himalaya, un amour de chaman, c'est un roman qui se passe au XVIIe siècle aussi, au Népal. Une fiction C'est une fiction, celui-là, oui. C'est la vie d'un jeune chaman et qui va être initié au chamanisme et qui a et c'est aussi un roman d'un amour impossible entre un gars de la montagne et une fille brahmane. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de mélange de castes ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est un. Alors sinon il y a le sanctuaire. Alors le bonheur est possible. Vous avez raison de dire ça, mais en fait c'est le bonheur est plus loin possible. Oui. Le bonheur est impossible. Oui. C'est-à-dire que là, voilà, la poésie, pour moi, c'est ça. On écrit quelque chose. Oui. Là aussi, c'est un recueil de poèmes. Le bonheur, il est possible quand on le lit, mais quand je le prononce, je dis le bonheur est impossible. Et on entend non, c'est pas possible. Et je pense que la poésie, c'est ça. C'est cette ambiguïté qui, pour un seul terme, peut dire tout et son contraire, disons. Et c'est ça la richesse de la poésie, c'est que ça ne limite pas le sens des mots. Ça, au contraire, ça les étend, ça les fait éclater, et ça va chercher à l'imagination aussi. Voilà. On peut aussi rêver en écoutant un poème, s'imaginer des choses, n'est-ce pas? C'est le but. Oui. Et celui-là, c'est un poème aussi. C'est le Voyage dans un cristal, un recueil de poèmes aussi. Ça, c'est un recueil de poèmes. C'est les poèmes de jeunesse que j'ai rassemblés et publiés en 2000.
2017, où c'est ce que j'écrivais quand j'avais 25 ans. Alors ça, c'est Le Seigneur de Katmandou, c'est ce roman dont je parlais, qui est la vie d'un roi népalais, qui a vécu au XVIIe siècle et qui est un personnage tout à fait exubérant, qui prétend avoir séduit 30 000 femmes dans un petit pays comme le Népal, ça fait quand même beaucoup, et bon, personnage magicien, séducteur, guerrier. Et alors, le livre suivant, enfin un autre livre que j'ai écrit, c'est un livre, ce qu'on appelle les beaux livres, avec des tas de très très belles photos de François Guéné sur l'art népalais. Un peu découverte en fait, non Et ça s'appelle Tantra, théologie de l'art et de la liberté. Voilà. En fait, il faut quand même que j'explique cela. Le but de ce livre, c'est au Népal, sur les pagodes, il y a des sculptures érotiques. Et ça, c'est un mystère. Même pour les Népalais, très peu de gens peuvent vous expliquer pourquoi il y a des sculptures érotiques sur les pagodes. C'est vraiment un secret pas de polichinelle. Ils ont trouvé ça comme ça. Voilà, il y a différentes siècles. explications. Et par exemple, que la déesse de la foudre, c'est une jeune vierge et que donc elle est effarouchée par ses obscénités et que donc elle ne va jamais s'abattre sur une pagode qui a des sculptures érotiques. Une autre version, c'est de dire que les dieux hindous sont très prudes, très honteux, et donc ils n'osent pas sortir du temple, ils vont jamais se carapater, ils vont rester dans le temple parce qu'il y a ces horreurs qui sont là au-dessus. Une autre version, c'est de dire que les mauvais dévots, au lieu de regarder le rituel en bas dans le temple, ils regardent les sculptures érotiques, comme le cinéma porno, et ils ne bénéficient pas du... Une autre version, c'est pour l'éducation, parce qu'un père, au Népal, ils sont assez victoriens. Un père aura beaucoup de mal à parler à sa fille de la sexualité au Népal. Et quand ils sont tous les deux en face du temple, il n'y a rien à dire. La gamine regarde, et puis voilà, tout est là, et tout est dit, et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Mais en même temps, voilà. Et... tout ça est vrai, ce sont différentes options, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer un vieux moine népalais à qui j'ai par hasard sauvé la vie parce qu'il est tombé malade et que j'ai pu, grâce à mon ami le médecin de l'ambassade de France, lui administrer de la trinitrine, il avait de l'angine de poitrine et il a eu la vie sauve et il est venu me voir et on a beaucoup parlé, il m'a offert un livre secret qui s'appelle Le Tantra de Chandamar Roshan et que nous avons traduit avec mon ex-femme et qui a été publié aussi aux éditions du Rocher. Vous ne l'avez pas là. Et ce vieux moine m'a expliqué, m'a dit non, mais toutes ces explications que tu viens de me donner là sur la déesse de la foudre et puis les dieux hindous, il m'a dit ça c'est pour la foule, mais en réalité ces sculptures ont une signification tantrique. Et donc il faut que je dise ce qu'est le tantrisme. Oui, justement, j'allais poser la question. Le tantrisme, le tantra. J'entends souvent parler de tantra. C'est un peu l'alchimie, disons. Le tantrisme peut être hindou, le tantrisme peut être bouddhiste, le tantrisme peut être jain, c'est-à-dire que ce n'est pas une religion, c'est une philosophie qui peut traverser différentes religions. Et on pourrait comparer un peu à l'alchimie occidentale, qui est une façon de... Mais le tantrisme, en fait, c'est la voie rapide. Selon les croyances asiatiques, ou en tout cas indo-bouddhistes, il faut de nombreuses vies, il faut se réincarner de nombreuses fois pour parvenir, pour les hindous, au brahman, et pour les bouddhistes, au nirvana. Et en fait, le tantra est une doctrine qui prétend qu'elle peut emmener ses adeptes en une seule vie, au nirvana ou jusqu'au brahman, c'est-à-dire à la libération. Parce qu'ils considèrent qu'on est enchaîné dans un cycle de réincarnation et qu'il faut s'échapper de ça parce que ici, c'est le cycle de la souffrance, du vieillissement et de la mort. On ne peut pas y échapper. Et donc, ils aspirent à des dimensions où on ne vieillit pas, on ne meurt pas, on ne souffre pas. Donc le tantra, c'est une doctrine philosophique. Alors ce qu'on connaît souvent en Occident, c'est la sexualité du tantrisme. Le tantrisme, on pense que c'est un hédonisme, et en fait, les unions sexuelles, ça existe, mais il faut tout de suite comprendre que quand on voit un acte sexuel, ça veut pas. Pour l'initié, il sait très bien. C'est un langage en fait. Et l'initié, quand il y a, ils appellent ça metuna, c'est un homme et une femme qui s'unissent. Ça veut dire l'union du corps et de l'esprit. Et le vulgaire, il voit un acte obscène ou érotique ou quoi que ce soit. L'initié entend un langage qui est, là on parle d'union du corps et de l'esprit. Et toutes ces choses sont codées. Et évidemment, je ne vais pas rentrer là-dedans ici, mais
il ne s'agit pas le tantrisme, du tantrisme dont on parle en Occident, qui est une sorte... en fait, en Occident, on parle du Kama Sutra, et on l'appelle justement, tantrisme. j'allais poser la question. C'est pas la même chose. J'allais poser la question, qu'est-ce qui différencie tout cela du Kama Sutra? Parce que moi, je connais beaucoup plus le Kama Sutra, en fait. C'est pas la même chose. Le Kama Sutra a pour but le plaisir, la distraction, le bonheur, le plaisir, hein, tandis que le but du Tantra, c'est pas le plaisir. L'acte sexuel a pour but la libération, en fait. C'est une domination des énergies l'élévation sexuelles. De la Kundalini. Voilà, c'est ça, exactement. La divine Kundalini, je suis un peu hindouiste. Absolument, et des chakras, donc beaucoup de gens parlent à tort et à travers, les chakras. Oui. Le yoga tantrique, effectivement, veut éveiller et faire fonctionner ces différents chakras qui mènent vers l'illumination, la libération, la maîtrise. Alors, Lydia qui est avec nous, Lydia. Ah oui, j'écoute, hein, oui, ça t'intéresse beaucoup. Hein. Bon, ouais. Tu es la seule femme, tu vas apporter la touche féminine au débat, Lydia, vas-y. Oui, mais moi j'ai plutôt une question sur les fonctions de la poésie. Voilà, je ne sais pas si je peux poser cette... Oui, bon. Tu nous fais éloigner de notre sujet, du tantra, Lydia. Bon, vas-y. On peut aller ensemble. Ouais, vas-y, non, je te taquine, vas-y. Pensez-vous que la poésie ne trouve son inspiration que dans les sentiments? Et aussi, quelles sont ses autres sources d'inspiration et ses autres missions surtout? Je pense que c'est très pluriel, hein. Ça dépend. Il y a eu de la poésie militante, hein. On peut être, je sais pas, moi, on peut être communiste et faire de la poésie communiste. Bon, c'est pas forcément, mais regardez, Aragon, il était communiste, mais c'est pas forcément de la poésie communiste, ceci dit. Mais on peut utiliser la poésie comme un dérivatif, comme un moyen philosophique de s'exprimer. Comme le but de la poésie multiple, pour moi, il est quand même lié. Des mots-clés qui vont avec la poésie, c'est la philosophie, le rêve, la beauté, l'extase. Mais c'est un point de vue, hein. Moi, je pense que la poésie doit être liée à la beauté, mais il y a aussi, selon par exemple Artaud, il y avait le théâtre de la cruauté, et la poésie, elle peut être extrêmement cruelle. Je ne sais pas si on peut dire que Sade était un poète, mais enfin, en tout cas, c'était un écrivain qui écrivait très très bien, et ce dont il parle, c'est assez cruel. Donc, je pense que la poésie peut parler de tout, et seulement c'est celle qui est la maîtresse de la parole, en ce sens qu'elle peut, comme un jongleur, utiliser le langage avec toutes ses ressources grammaticales, phonétiques, sémantiques, utiliser toutes ses ressources pour créer de la beauté, en fait, parce que le but ultime, quand même, pour moi, c'est la beauté, hein, parce qu'on peut assimiler la beauté au divin. Pour moi, il n'y a pas... La recherche de la beauté, c'est la recherche du divin, ça va ensemble. Bien qu'il y avait des nazis qui étaient de grands amateurs d'art. Alors, justement, vous nous avez donné une série de poèmes, hein. On va écouter l'un des poèmes. Je ne sais pas si c'est lu par vous. Oui, il faudrait m'en donner. Mais j'en ai en audio, déjà. Ah oui, parfait, alors. Oui. C'est moi qui les lis, oui, ah oui, c'était vous. Oui. Donc, on va écouter. Malheureusement, il n'y a pas les titres dessus, mais bon, vous allez nous dire quel titre c'est, hein. On va écouter. Si je m'en souviens. Ouais, on va écouter ensemble. Alors, Lydia, on écoute un poème de notre ami Éric Chazot sur la radio Fréquence Paris Plus. Au réveil, le chant des oiseaux était silencieux. Le ciel bleu devint noir quand au réveil matin, point de tic-tac. Les draps en voile transparent avaient perdu leur poids et leur clarté. Ils ressemblaient à un linceul. Mes pieds au sol n'éprouvaient plus la charge de mon corps et mon vieux chat malade semblait ne pas me reconnaître. Lorsque je voulus ouvrir la fenêtre, les carreaux se mirent à fondre et la lumière les traversa de l'intérieur, comme si c'était moi qui irradiais. Je m'aperçus bien vite qu'il n'y avait plus de soleil, ou plutôt que le soleil avait pénétré à l'intérieur de moi. Il avait définitivement quitté le ciel et il m'appartenait, à moi seul, en entier. J'étais le soleil, j'étais la lumière, mais je n'étais rien qu'un morceau de ciel lumineux, abîmé dans mon propre éclat.
je vis des mots qui défilaient, comme lorsque j'écris un poème. Il ne voulait rien dire. Mieux, il disait qu'il n'y a rien à dire. À leur écoute, cependant, je compris que j'étais mort. Mais ça n'avait aucune importance. Même le mot mort avait quitté sa terreur. Alors j'ai décidé d'abandonner mon corps. Je n'avais plus de corps. En lieu et place, le vent soufflait dans mon crâne. Un vent musical, un air frais et vif, joyeux, de me donner l'illusion de la vie. L'infini me rejoignit, l'éternité m'enveloppa, ayant perdu toute signification. Au loin de ma mémoire, seule la mer des questions inutiles, comme une marée blanche, se berçait au creux des flots. L'instant, le moment, le temps, glissaient sur la surface, sans couleur, mais brillant, brillant d'une phosphorescence inconnue, délicieusement libéré, et content, je continuais ma route, sous le fracas du vide sans émoi, ni haut ni bas, rien que douleur dans ce plaisir intense où ma mémoire creusait sa tombe. Aucune peur, aucun bonheur, rien que la couleur des yeux du monde, des yeux comme la faim sans appétit, comme la soif sans que le sang s'écoule, et ni la bonté des étoiles, ni le silence de mon âme. Tout revenait en un chiffre sans nombre, un chiffre rond, une lune d'absence, un chiffre qui ne comptait plus rien. L'addition de tous les calculs inutiles, équation impossible, que nul ne peut résoudre, fraction d'un temps absent, transparence absolue d'une conscience qui flotte dans les galaxies retrouvées, mais demeurait une musique surgie de nulle part, comme des notes arrondies, des signes plus que des sons, et je me dissolvais dans cet espace étrange, quand soudain, la compagne de mes jours me secoua avec angoisse. Le lit était trempé de sueur. Alors, vous allez nous expliquer, hein? Monsieur, oui. Oui, Lydia, oui. Oui, Monsieur Chazot, l'émotion suffit-elle à faire un poème? Moi, je pense qu'il faut du sens au poème. Moi, je suis beaucoup pour le sens. Bon, là, c'est pas explicite, mais pour ma part, je travaille beaucoup avec le son. D'ailleurs, c'était le but de la rime et de la poésie ancienne, hein. La rime permettait de jouer avec le son. Moi, alors, je sais pas si j'ai des exemples là, j'ai pas, mais sinon, je peux en lire un de mes recueils. Mais je pense que l'émotion, bien sûr, elle est importante, mais elle ne suffit pas, parce que l'émotion, elle peut être stupide, hein, de toute façon. Et je pense que la poésie doit être intelligente, et il faut donc du sens en dessous de tout ça, mais ce qui n'est pas forcément l'option de la poésie contemporaine. Il y a beaucoup de textes que je lis ou que j'entends et qui me paraissent, moi, ne vouloir rien dire, quoi. La recherche, c'est de créer quelque chose qui n'a jamais été fait, mais il ne me semble pas qu'à l'heure actuelle, ça soit vraiment la recherche du sens dans la poésie contemporaine. Ouais. Ceci dit, en ce qui me concerne moi, je considère que le sens est très très important, et le son. Pour moi, la poésie, c'est le mariage du sens et du son. Justement, ce qu'on vient d'écouter, le titre, l'audio qu'on a écouté, ce poème, c'était quoi le titre? Je sais plus. Ah, mais il y a longtemps, là. Non, mais je les écris, et souvent, quand je les ai écrits pour les entendre, je les enregistre. Et ça, c'est une prise que j'ai faite après l'avoir écrit, et je pense que celui-là n'est pas encore publié. Ah oui, c'est donc en exclusivité, hein, voilà, mondiale sur la radiofréquence Paris Pluriel. Alors, Lydia... Oui, je ne l'envoie qu'à des amis pour justement avoir des retours, réécouter moi-même, décanter un peu, et assez souvent, je travaille énormément mes textes, donc je corrige, j'améliore, je joue sur le... Je travaille beaucoup, hein. C'est pas moi, je suis pas il y a des poètes, c'est le premier jet, moi je pense que non, c'est comme tout artisanat, c'est comme tout travail, plus on pétrit la pâte, meilleure elle est, hein. Bien sûr. Alors, Lydia? Oui, je suis là, hein. La poésie idéalise-t-elle la réalité, Chazot? Non, je pense pas. Non. Elle n'y idéalise pas, au contraire, elle la fouille dans ses entrailles, elle va en profondeur. Et
idéaliser voudrait dire transformer la réalité. Et la poésie, elle existe un petit peu indépendamment de la réalité à l'extrême, hein. Il peut y avoir des morceaux de réalité, mais regardez le poème qu'on a entendu de moi là, à l'instant. La réalité, là, elle est très, très décompensée, très décomposée, très démontée, hein. Elle n'existe plus beaucoup, c'est totalement éthérique. Et donc, non, je ne pense pas qu'elle idéalise la réalité. Alors, vous avez peut-être un poème sur place dans les livres que vous pouvez nous... Alors, pour illustrer peut-être le jeu du son et du sens. Voilà, en direct sur la radio-fréquence Paris Pluriel, on en profite. Hein. Et après, Eric Le Mignon lui dira alors sa collaboration avec vous. Il nous en parlera tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et depuis quand? Ça date de combien de temps, votre collaboration? Depuis un petit moment, parce que c'est par l'intermédiaire de Nathalie Boileau qu'on a reçu. Qui est déjà passé sur la radio. Voilà, tout à fait. Et donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que quand j'ai découvert la poésie ou les livres d'Éric, écoute, ça transporte, on a envie, puis quand on écoute Éric déjà, on a envie de rester des heures et des heures à l'écouter, parce que les mots sont, comme il dit, c'est des mots bien choisis, qui permettent justement de jouer, qui parlent, dans les rimes, les sons et tout, donc c'est vraiment extraordinaire. Moi j'aime beaucoup ce que fait Éric. Un auteur, c'est prolifique, hein. Là j'ai déjà vu, là il y avait 6 livres. 6 livres. Et peut-être il y avait 2 autres qui manquaient, je crois. Vous en avez plus 8 ou 9 peut-être, non? Plus que ça? J'en ai une dizaine de livres. Mais j'ai beaucoup écrit, là j'ai pas ramené, mais j'ai fait beaucoup. Dans la première partie de ma vie, j'ai travaillé sur les œuvres d'art, donc j'ai étudié l'art népalais, j'ai organisé des expositions avec des musées, j'ai écrit des articles dans les revues spécialisées, les magazines, sur l'art primitif himalayen, qui était très très négligé par les musées, par les ethnologues. Et donc là, j'ai pas du tout ramené ce genre de choses, mais j'ai plusieurs livres, qui s'appellent l'un Himalaya Art and Shaman, un autre Le visage des dieux, que j'ai fait avec des musées, ça. On vous écoute, oui. Allez-y. Voilà, alors le titre, c'est Le son du sens. Je coupe la musique ou c'est bon, en fond sonore là Ça me dérange pas, c'est de la flûte. Hein, je laisse. Tout doucement, oui. Oui, c'est bon. Donc c'est le son du sens, le sens du son. Pas de sens sans son, pas de son sans sens, car le sens et le son sont mariés par la langue. Mais c'est dans les poèmes qu'ils se séparent parfois, se dissocient et se révoltent. Chacun veut dominer, aucun pour s'imposer. Une onomatopée devient la mélopée proposée pour mimer de tout déterminer. Et le son, on le sent par moments, veut tout délimiter. C'est pour mieux déminer les moqueurs calamiteux, la mort calme, le corps du mal, éminemment trompeurs, qui égrènent leur non-sens ou gangrènent le bon sens, engrangeant en nos sens un doute sur notre essence. Ah oui, super. Lydia? Oui, magnifique. Hein? Quelles sont vos sources d'inspiration, Monsieur Chazot? Il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange de ces 5 dernières années. En fait, j'ai toujours écrit un peu de poésie, mais ça venait vraiment au compte-gouttes. Hein. C'était des moments d'inspiration et je pouvais ne pas écrire de poème pendant 6 mois, voire même 1 an. Et bon, j'ai toujours écrit, mais pas forcément de la poésie. C'était quelque chose d'assez rare. Et là, il y a 5 ou 6 ans, je me suis mis à écrire des poèmes en me disant, maintenant, je me consacre à ça. Et je ne dis pas que je m'y mettais tous les matins, mais pratiquement. Et donc, le premier recueil, c'est Le bonheur est impossible. Et il est sorti en 3 ans. J'ai mis 2 ans à l'écrire, 1 an à le corriger, et je l'ai publié au bout de 3 ans. C'est un poème de ce recueil que je viens de vous lire là. Et étonnamment, l'inspiration a continué et s'est même multipliée. Donc après, j'ai écrit Le sanctuaire des passions, et lui, en revanche, je l'ai écrit en 1 an et je l'ai corrigé en 6 mois. Et j'ai continué, donc je l'ai publié, j'ai continué à écrire, et là j'ai encore un recueil qui n'est pas encore publié, qui fait 140 poèmes,
et que je dois corriger, etc. Mais tout d'un coup, ça fait 2 mois que je suis muet, je n'ai plus d'inspiration, je ne sais pas quoi écrire, et donc sur quoi j'écris, en fait, c'est un peu un bilan de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, de l'idée que j'ai du beau et aussi du sens de la vie. C'est là-dessus que j'écris. Et aussi, j'essaye de mettre dans mes poèmes ce que justement j'ai appris de cette philosophie tantrique, puisque si on peut revenir à ça, la philosophie tantrique, c'est la philosophie de la non-dualité. Et la relation sexuelle, c'est la non-dualité. La dualité, c'est quoi? C'est le jour et la nuit, c'est l'homme et la femme, c'est le bien et le mal, c'est la douleur et le plaisir, c'est le bon et le mauvais, c'est etc. Voilà, c'est nous et les autres. Donc la dualité, elle se trouve partout. On est dans un monde de dualité. Et le tantrisme est en fait une philosophie qui nie la dualité, parce qu'elle prétend que le plaisir et la douleur sont inséparables. Le jour et la nuit sont inséparables. On ne peut pas considérer le jour sans considérer la nuit. L'homme et la femme sont inséparables. Et donc, ce qu'on considère comme étant des choses duelles, le plaisir et la douleur, eh ben non, on ne peut pas éprouver que du plaisir. La douleur, on ne peut pas l'éviter. Et donc, toute l'idée tantrique, quand même, de base, c'est la non-dualité. Donc, quand même, dans mes poèmes, bien entendu, ce genre de notions dont je parle là, qui sont des notions philosophiques, évidemment que je les introduis, mais sans prononcer le mot tantrisme, parce que j'ai pas envie de prêcher, parce que j'ai envie d'être inspiré et d'inspirer éventuellement les autres, mais la poésie n'est pas là pour prêcher, pour enseigner, elle est là peut-être pour éveiller, pour donner un déclic. Merci. Est-ce que vous avez un poème que vous préférez parmi tous les poèmes que vous avez? Oui, il y en a quelques-uns, mais j'ai écrit différentes choses. Alors là, je vous ai lu des choses un petit peu... Un préféré, je ne sais pas. Ben, écoutez, voilà, j'ai un poème qui s'appelle La Bhairava, et c'est un poème que j'ai écrit en 1975, je crois, ou 1976, quand je suis arrivé au Népal. Je ne connaissais pas beaucoup ce pays, je ne connaissais pas encore les noms des choses et tout, et c'était l'espèce d'émerveillement que j'ai éprouvé. Et là, ça décrit un peu, enfin bon, chacun jugera de quoi ça parle, et ça s'appelle Bhairab. Bhairab, c'est un aspect du dieu Shiva, qui est le dieu de la destruction, et qui est un espèce d'équivalent de Dionysos. C'est le dieu qui donne la boisson alcoolisée aux dévots, l'ivresse divine, en fait, en quelque sorte. Donc ce poème s'appelle Bhairab. Bhairab, toi que j'adorais sans connaître ton nom, aux tristes cris des porcs sous les bruines insanes, alors que s'enivraient les aquatiques buffalo, il fallait encore croire et boire la lie nouvelle, les écumes malsaines, quand les monstres à cornes à peau squameuse et noire traversaient la boueuse en lente caravane, quand au loin l'horizon sous la mousson brouillasse s'éclairait, s'affolait de mille feux, un couchant rougeoyant, au pont moussu, tremblant, les sanguineuses épouses, les porteurs de fruits lourds, aux jambes nues et brunes, revenaient lentement vers leur quai de fortune. Des gamins dans le soir jouaient sur la rivière, miroitaient les lucioles en souffle jaune et soufre, et dans le lointain d'ombre, le gris brouillait l'orange. La colline aux yeux bleus déchirait un nuage, et le cri des enfants, jaillissant de l'eau sombre, éclaboussait le temple et les lingams de pierre, de vivantes sculptures usées par les années, rougies de sang figé par les dévotions, dansaient ensemble, immobiles, en longue procession. Et le démon soudain, l'angoisse qui s'éveille, a fait plier mon front en liqueurs impubères, a fauché mes genoux, a fait sourdre mes larmes, en torturant regret de ce divan d'amour, de ce divin de mort, de ce demain si loin, de cette fin si proche. Ah oui, c'est très profond. Magnifique.
Ah oui. Alors justement, dans le registre de poète, alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon poète, par exemple on va en profiter. Vous pouvez donner des conseils à la jeunesse, peut-être éventuellement à ceux qui nous écoutent. Je crois que c'est... Bon, le peintre, il joue avec les couleurs. Hein, et le poète, il joue avec les symboles, en fait. Alors, il y a une chose qu'il faut en parler d'émotion. Mais en fait, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Il fut une époque où je n'aurais pas pu vous lire mes poèmes, je me mettais à pleurer. Parce que je ressentais l'émotion que j'avais éprouvée en l'écrivant. Ah. Et donc ça me paralysait la voix, ça la fêlait, et je pouvais me mettre à pleurer vraiment, littéralement. Et en fait, plus on travaille, enfin à force de travailler, disons, mais j'ai réduit l'équation à quelque chose de très simple. Qu'il faut, enfin, en tant que technicien, je ne dis pas qu'après en l'écoutant, il faut penser à ça, parce que ça détruirait un peu la magie du poème. Mais tout la poésie, ce ne sont que des mots, ce ne sont pas des émotions, ce sont des mots. Et on joue avec des mots, on joue avec des sens, et c'est un jeu, c'est un assemblage de ces mots. Mais il n'y a pas d'émotion. L'émotion, c'est provoqué par ces mots. Mais dans ces mots, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de... c'est juste un réservoir, justement, ou quelque chose qui provoque l'émotion. Mais la matière brute, la matière elle-même, ce sont des mots. Et c'est dans ce jeu des mots, qui sont donc constitués à la base du sens et du son, c'est dans ce jeu entre le sens et le son, bien agencer le sens, bien choisir les mots, comme, je veux dire, quand on fait un bijou, on choisit les pierres, on choisit tous les matériaux sont importants. Donc pour moi, je vous disais en début d'émission, il y a des mots que je bannis de mon langage que je trouve pas poétique. Mais je n'ai pas forcément raison, c'est mon point de vue à moi. Mais moi, j'aime la poésie qui parle de rêve, qui évoque des belles images, qui, même si elle parle de la souffrance, qui fasse sortir quelque chose de beau. C'est un peu le principe des chansons d'amour. Hein. On a des regrets, et en fait, c'est cette douleur qui provoque la beauté de la poésie. Ou, je sais plus comment disait le poète, mais les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Hein. Voilà. Ouais, super, c'est extraordinaire. Alors Lydia, éventuellement, tu as une autre question. Là, et vos auteurs, est-ce que vous avez un auteur ou des auteurs que vous pouvez nous en citer un que vous aimez bien? Oui, moi j'aime... vous savez, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime, et comme tous les poètes, bien sûr, je place Rimbaud au-dessus de tout. Et à vrai dire, peut-être, non, Rimbaud, oui, pour sa jeunesse, pour sa brillance et tout, mais mon frère d'armes ou quelqu'un de qui je me sens très près, c'est Baudelaire, en fait. Et il y a un poète persan qui est vraiment que j'adore, et peut-être qui est mon préféré. On me demande souvent ce que j'emmènerai sur l'île déserte. Il s'agit d'Omar Khayyam. Omar Khayyam, c'est un poète persan qui a vécu au XIe siècle et qui était astrologue, et qui a écrit des poèmes qui s'appellent les Roubaïats. Ce sont des quatrains où il y a 3 vers qui riment et le 3e vers est neutre. Et si vous voulez, moi j'ai écrit un hommage à Omar Khayyam. On va en profiter. Hein. Voilà. Si vous l'avez là, vous pouvez le lire. Donc, on va comprendre de quoi il s'agit. Omar Khayyam, donc, dans un pays musulman où normalement on ne boit pas de vin, lui il fait l'apologie du vin. Bois du vin, c'est lui la vie éternelle. C'est un peu sa devise. Mais quand il parle du vin, en fait, c'est un coquin. Il parle de l'ivresse divine. Il parle de l'amour de Dieu. Et il a une telle familiarité avec Dieu qui se permet des choses qu'un dévot va être offusqué par son attitude. Par exemple, il est sur sa terrasse et il y a des musiciens qui sont là, qui jouent de la musique. Il y a la jarre de vin qui est posée. Il y a des houris qui dansent sous la lune dans leur voile. Et tout d'un coup, il y a un souffle de vent et la jarre tombe et se brise et le vin se renverse. Et il se lève les bras, les yeux au ciel et les bras en disant « Oh mon Dieu, mais c'est moi qui bois et c'est toi qui t'enivres !» Ah ouais. Oui. Assez ironique. C'est très beau. Ah oui, super. Et alors par exemple, moi donc je ne prétends pas avoir traduit, mais Omar Khayyam, on a 400 ou 500 poèmes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des poèmes. On ne sait plus maintenant totalement qui a écrit quoi, mais il y a un esprit qui est indéniable. Et alors son œuvre se réduit peut-être à 70 ou 80 poèmes, mais il est très difficile parce que ça remonte très loin, le XIe siècle. Oui. Hein, est très difficile de limiter vraiment son œuvre et de savoir ce qui est apocryphe, parce qu'il y en a qui ont été... Et moi, en fait, c'est un
travail apocryphe que je fais là. En écrivant, je ne suis pas traducteur, mais j'essaye de rendre. J'ai lu des traductions en anglais, en français, en allemand, parce qu'il a été beaucoup traduit. Hein. Il est comme Rumi, fait partie des 2 grands poètes persans, enfin anciens. Alors on laisse la parole à la poésie. Je vais vous lire quelques quatrains. Allez-y. Quand j'ingurgite le sang de la vigne, les puritains toujours s'indignent. Surtout pas de vin, c'est notre pire ennemi. Eh bien quoi? Je bois le sang de mon ennemi. Qui me reproche de n'être pas dévot? Amateur de belles, à la fois athée et mystique, sans foi au paradis ni à l'enfer, Dieu seul peut dire, c'est moi qui ai pétri cette argile. Je continue un petit peu? Oui, oui. Alors, oui, avec plaisir. Ça nous fait du bien ce dimanche. Bon, alors, mon Dieu, je suis esclave mais rebelle, mon âme est au fond de la bouteille. Tu veux me soumettre? Chantage, je m'enivre. Où est donc la clémence décrite dans le livre? Et c'est aussi le fatalisme, c'est-à-dire, Dieu, tu as fait le monde, tu savais ce que tu faisais, si je suis comme ça, c'est de ta faute. Ah oui, parce que tu es omniscient, omnipotent. Ah bah oui. Ah oui, mais c'est... En tout cas, ça sort quand même ça ose voilà. Quelque chose. Et moi, j'adore ce poète parce qu'il ne triche pas. Il n'est pas en train de nous promettre un paradis. Oui, c'est réel, quoi. C'est vrai, il est vrai. Voilà. Comme on dirait aujourd'hui, c'est sans filtre. Oui, sans filtre, quoi. Il fait un poème sans filtre, hein, comme vous dites. J'ai un secret. Écoute ici ma vérité. Le ciel joue avec toi comme sur un échiquier. Tu crois mener ta vie? C'est lui qui la dirige, et lui aussi qui dans la tombe va te jeter. Alors là, c'était Omar dans le poème. Moi, j'ai mis Eric, puisque c'est moi qui l'écris. Il faut l'adapter à l'environnement. Voilà. Eric, bien sûr, tu as pu pécher et désobéir. J'espère que c'était pas Eric le Millon. Hein. Peut-être que c'est lui. Hein. Peut-être, on ne sait jamais. Oui, surtout. Je pense bien qu'il a péché et qu'il a désobéi. C'est bien possible. Exactement. Eric, bien sûr, tu as pu pécher et désobéir, mais aucun remords n'égalera ton plaisir. Dieu est miséricordieux. Te pardonnerait-il si tu n'avais fauté, même sans te repentir? Super, c'est très profond tout cela. Hein. Alors, on découvre. La vie douce passe vite, la vie dure passe aussi. Prince ou paysan, son heure est devant lui. Bois donc un verre de vin, la lune après ta mort continuera encore d'illuminer la nuit. Ouais. Vois cette jarre brisée qui un jour fut une femme. Dévouée, infidèle, l'argile ne le dit pas. Regarde le potier et son pot dans la flamme. C'est en ce que tu vois. Un jour, elle fut un bras. Ouais. Dans l'échoppe d'un potier, je voulais acheter une jarre pour mon vin. Mais l'homme piétinait l'argile sans pitié, et elle s'est révoltée. J'étais un roi. Laisse donc mes cendres en paix. Ah oui. Alors, la question, les auditeurs qui veulent avoir vos livres, comment est-ce qu'ils font? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux et tout? Oui, j'ai j'ai un site Facebook, Instagram. Voilà, Instagram non, j'ai un site sur Facebook. Donc c'est possible d'aller voir mes poèmes sur Facebook, Éric Chazot, et de me demander d'être ami. Oui, il n'y a pas beaucoup qui sont publics, mais je donne mon amitié facilement. Hein. Sauf, je sélectionne quand même, hein, j'avoue, parce que sinon vous avez des tas de... Oui. Mais sinon, il suffit de chercher Éric Chazot sur Internet, et il y a différents éditeurs, donc tout ne se trouve pas. En librairie Himalaya, il est difficile à trouver celui-là, mais Le Seigneur de Katmandou, il est très facile. Les 3 livres de poésie par l'éditeur, c'est très facile, on le commande en librairie. À la FNAC et tout. Voilà, FNAC, etc. Ah oui, super. Lydia, éventuellement, si tu as une dernière question pour notre invité. Non, je n'ai pas de dernière question. Je pourrais écouter M. Éric Chazot toute la journée. Hein, c'est assez passionnant. Il nous a entraînés dans l'Himalaya. Hein. Ouais. Moi, je planais au-dessus des montagnes. Merci beaucoup. Merci. Hein. Je vous en prie. Et justement, dans vos livres... Pour cette matinée poétique avec vous. Hein. Oui, en feuilletant le tantra, je vois aussi, il y a aussi des scènes érotiques des animaux. Oui. Donc, il n'y a pas que les humains
en fait. Non, mais ça veut absolument. Bon, ça c'est totalement choquant. Hein, Ouais. c'est carrément de la Et ils vous ont pas donné zoophilie. les explications En fait, si. Je peux pas vous le donner totalement, au mais niveau des animaux. par exemple, l'animal, c'est-à-dire là, vous parlez de. Il y a un moment, il y a un cheval. Oui, même j'ai vu carrément des 2 éléphants en plus aussi. Voilà, mais alors, l'éléphant, c'est un chakra. Oui. Le chakra de base, le Muladhara chakra, qui est à la racine du corps, là en dessous du périnée, s'appelle, c'est le symbole de ce chakra, c'est l'éléphant. Ah. Donc en fait, il y a un message secret derrière ça. C'est pas ce que voit la sodomie par l'éléphant ou par le cheval. Il y a un endroit, c'est un cheval. Mais ça, il y a, par exemple, dans le Kama Sutra, les dimensions des sexes masculins et féminins sont répertoriées. Il y a le sexe de chèvre, il y a le sexe de cheval et le sexe d'éléphant. Et quand on voit un cheval, ça veut dire que la personne a cette dimension de ce sexe, par exemple. Voilà. Donc à chaque physiquement fois, ou physiquement, oui, Ah oui. physiquement, oui, parce qu'il y a différents. Et donc ils expliquent que il vaut mieux que les sexes de l'homme et de la femme soient de la même taille, que ça fonctionne bien mieux. S'il y a une femme chèvre et un homme éléphant, ben c'est très mauvais pour la femme. Comment on fait pour savoir Ça, ils vous ont pas dit comment on fait c'est pour... technique, non là. Ouais, je pense qu'on fera une prochaine émission à pâté. Il faut que j'ai des enseignements approfondis. Exactement. Alors, Lydia, peut-être ton dernier mot, Lydia, un dernier message pour la fin. Mais en tout cas, merci. Merci à notre invité, Monsieur Eric Chazot. Pour accepter notre invitation. Non, mais c'est, voilà, Eric le Mignon aussi. Hein. Ah oui, Eric aussi. Deux Eric. Deux Eric. Ah, vous Eric, êtes oui. Eric aujourd'hui. Oui. Ah ouais, c'est fut un plaisir hein, ce dimanche. Eric le Mignon, éventuellement un petit message pour nos auditeurs. Hein. Ils sont bien habitués à toi. Hein. Non, c'est comment dire, c'est un plaisir d'être reçu ici, vraiment très sympathique. Et puis on a comment dire effectivement Eric Chazot, c'est quand même vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je pense que voilà n'hésitez pas à aller lire ses livres parce que vous allez voyager et puis et surtout beaucoup si vous apprendre. Hein. Pas, moi, j'ai appris beaucoup de choses là. Hein. Exactement, voilà. Il est sur Amazon. Est-ce qu'il est sur Amazon? Est-ce que vous avez On en trouve, mais bon, j'encourage pas trop Amazon. J'ai des difficultés avec eux, mais oui, on peut trouver. On peut trouver où? Mais normalement, le plus facile, c'est d'aller chez le libraire et puis commander le livre. Hein, D'accord, très bien. Parce qu'ils n'ont pas forcément en stock, mais ils les obtiennent facilement. Commander, et la liste des il faut livres. passer commande. Voilà, il suffit de chercher sur Internet et vous trouvez les différents livres que j'ai faits. Vous voulez compter les gens du Népal, je pense qu'on les trouve pas. Ils doivent être épuisés. Enfin bon, voilà, c'est le sort des livres, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se trouvent. On va dire merci à notre invité, aussi à Eric Le Mignon, à notre invité Eric Chazot. Et Lydia, il nous a offert un livre, hein, le Tantra, Théologie de l'amour et de la liberté. Il est énorme, assez illustré, et vraiment, je prends plaisir à le feuilleter. Hein. Il y a une magnifique photo de François Guéné, qui est un grand reporter, qui a beaucoup travaillé. C'est lui qui a fait les photos. Oui. J'ai fait des articles avec lui pour Science et Avenir, et lui, c'est un globe-trotteur. Il est allé un peu partout dans le monde pour faire des reportages et tout, et il est un excellent photographe. Il est d'ailleurs l'auteur de la photo de livres de poésie. Il est l'auteur aussi de la photo de mon roman sur Himalaya, le chamanisme, et c'est un très bon ami et un homme de grand talent. J'ai eu la chance de faire ce livre avec lui parce que la qualité des photos est vraiment exceptionnelle, comme vous pouvez en juger. Super, on va vous dire merci et on va se quitter avec un poème. Bon, c'est vrai que c'est l'un des poèmes aussi. Hein. Bon, sûrement, ce sera la surprise. Hein. Ils vont découvrir, comme vous l'avez dit, on a reçu quelques... On va écouter. Je ne sais pas si peut-être on écoute et puis après... Bon, est-ce que tu vas te rappeler? Peut-être on écoute, on finit avec. Peut-être je le mets. Bon, parce qu'il n'y a pas le titre, on va écouter. C'est une surprise. Hein, celui-là. Bocage où vole une plume indiscrète qui lève un coin du ciel où le dire se complaît dans la complainte obsolète des jours déjà comptés, des joies tant espérées, des dés roulant sur les pages du destin,
ouvrant toujours le livre, écrit à notre insu et imprimé à nos dépens, en dénouement qui nous attend, inéluctable quittance des notes accumulées sur la table du temps, aux brèves symphonies, à l'accord de nos fables, universelles celles des jours, et les attentes affables, condiments nécessaires pour la patience des échéances, la jouissance du temps présent, en dégustant tous nos instants, pour ranimer les vieux désirs, lieu des délires trop animés, toute raison de voir demain une promesse sans chagrin. Alors, souvenir, tu t'en souviens ou pas? Non. Non, ça fait partie des derniers poèmes, ça. Je ne sais même pas s'il y a un titre. Hein. Ouais, bah écoute, c'est la surprise pour ce dimanche. Et donc, on va vous dire merci. Merci. Alors, Lydia, merci à toi aussi, Lydia. Oui, merci. Merci à vous, messieurs. Voilà. Merci également. Bon dimanche. Bon dimanche et à très bientôt sur la Radio Fréquence Paris Pluriel. À bientôt. Bon dimanche à tous. Merci. Merci, bon dimanche à vous. Sur le 106.3 FM, nous avons reçu monsieur Éric Chazot et monsieur Éric Lemillon, qui est art and coach. À très bientôt. Bon dimanche. Alors Lydia, nous avons fini avec le premier invité de ce dimanche. Nous arrivons maintenant à notre deuxième invité de ce dimanche. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, il vit même en Côte d'Ivoire. Ozzy Lokafor, il s'appelle Ozzy Lokafor. Ozzy Lokafor, originaire de la Côte d'Ivoire, un artiste qui chante la musique reggae. Alors Lydia, tu vas nous lire brièvement la présentation de l'artiste Ozzy Lokafor. Lydia? La naissance d'une passion, Ozzy Lokafor est sans nul doute l'un des reggaemen les plus prolixes de sa génération, inspiré dans les années 1990 sur les bords de la lagune et brillé à Tekoubé, dans un quartier précaire appelé Mosikro, le pays d'Oufred Boigny, de Didier Drogba et d'Alpha Blondy, la Côte d'Ivoire, par la musique rap venue des États-Unis, sous la sonorité des artistes comme LL Cool J, Funky Master, Flex, MC Hammer. Il s'est forgé au métier des platines en 1995. Son talent artistique donnera du répondant à participer à plusieurs sound systems et au projet de la radio Fréquence 2, un produit de la RTI, radio-télévision ivoirienne, dont le thème est la guerre à des limites, animé par le célèbre MC Claver, qui prône l'amour et la paix. Ozzy Lokafor jouit d'une voix mélodieuse qui se veut unique. En 2008, il s'invite dans le reggae pour continuer à promouvoir l'amour et la paix. Ozzy Lokafor, c'est une présence scénique. C'est la sortie aussi de maxi single de 4 titres intitulé Au pays en 2016 et un album de 10 titres en 2017 nommé Merci Maman. Des messages musicaux qui portent sur l'amour et le respect du prochain qui plaisent. Le reggae, c'est un style musical populaire urbain né dans les années 1960 en Jamaïque. Musique à caractère social qui dénonce les faits de société, combat l'injustice, prône l'amour et porte tantôt des messages politiques ou délivre le plus souvent des conseils sur la vie. Sa philosophie basée sur la culture de l'amour, de l'amitié, de la fraternité, tout en prônant l'idéal de la paix et de la justice. Comme Bob Marley, l'un des messagers du reggae, Ozzy Lokafor se veut un modèle. Il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation dans l'émission JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel. C'est à vous, Simplice. Hello, moi c'est Ozzy Lokafor, artiste reggae made in Côte d'Ivoire. Écoute ça. À Jameurino, en bas du pont, c'est à la mosquée, tu vas descendre. À Jameurino, en bas du pont, ça m'aille avant, ils vont te bras. À Jameurino, en bas du pont, c'est à la mosquée, tu vas descendre. À Jameurino, en bas du pont, ça m'aille avant, ils vont te bras. Toi-même tu sais, il y a moi qui blesse, c'est Ozzy Lokafor. Ça se passe avec Simplice
animaux. Restez connectés. Moi, Kables DM. Moi, c'est Ozzy le Kafor, à l'état civil Diallo Aboubakar, artiste reggae à Medine, Côte d'Ivoire. J'ai connu le rap dans les années collège au lycée municipal d'Atékoubé. J'étais un très bon rappeur et au fil du temps, je suis devenu reggae. Et dans le reggae, j'ai fait un premier album qui se nomme Au Pays. Au Pays, j'ai parlé un peu de tout ce qui se passe dans mon pays. Voilà, parce qu'avant de commencer, je voulais commencer par mon pays d'abord, dénoncer l'état de la sûreté de mon pays avant d'aller ailleurs. Et après, Au Pays, j'ai fait un autre album qui se nomme Merci Maman. Ça, c'était une reconnaissance, un hommage à ma mère qui n'est plus de ce monde, qui est décédée dans les années 2006-2007. Donc, ça m'a tellement marqué aussi. Au moment où je faisais l'album, elle me demandait est-ce que tu pouvais, est-ce que tu peux, est-ce que tu auras des gens pour t'aider. Il lui disait toujours, maman, ça va aller. Et voilà pourquoi j'ai nommé l'album Merci Maman. Je fais du rap. Voilà, Ozzy le Kafor, c'est un nom qui s'inscrit dans le chéquier de la musique reggae en Côte d'Ivoire. Voilà, s'il y a 11 remplaçants, il serait le 11e. Voilà, vous pouvez compter sur moi, c'est reggae musique toujours. Je prépare déjà un prochain album, un album de 12 titres. Mais je vais commencer par, je vais faire un single d'abord, un single qui va annoncer les couleurs de l'album. Voilà, je suis déjà en préparatif, même déjà pour la musique, même déjà. Voilà, le single, le titre va s'appeler Affaire de maison. Voilà, Affaire de maison. Voilà, c'est déjà le premier titre de l'album qui va déjà annoncer les couleurs de l'album, quoi. Voilà. Le prochain album déjà, j'ai déjà commencé le travail déjà. Voilà. Les liens sur les réseaux sociaux, voilà, c'est trop simple, quoi. Voilà. Et sur YouTube, c'est Ozzy le Kafor. YouTube, c'est Ozzy le Kafor. Ma page officielle, c'est Ozzy le Kafor officiel. Ozzy le Kafor officiel. Sur Facebook aussi, c'est Ozzy le Kafor. Ozzy le Kafor, c'est O2ZYLOKAFOR. Ozzy le Kafor. Voilà. Donc c'était bien moi, Ozzy le Kafor. Toi-même, tu sais, Yerek alors. Reggae music toujours. In a des places. Adamé Renan, Adamé Renan en bas du pont. Adamé Renan la monnaie, Adamé Renan en bas du pont. Adamé Renan en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont tes bras. Adamé Renan en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont tes bras. Ça se passe dans notre vie de tous les jours. On est en confrontation avec les apprentis. Ils ont des belles paroles pour te faire monter, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ton jeton. Tu es assis tranquillement dans le bac. Petit froufrou à gauche, à droite, c'est gâté. Les clients dans le bac, tout le monde entre. Quel que soit Alpha, ils vont te bras. Adamé Renan, en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan, en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont te bras. Adamé Renan, en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan, en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont te bras. Le chauffeur, l'apprenti, ce n'est pas de la faute. Le droitier à la maison, il veut son jeton. Voilà pourquoi ils sont pressés pour faire la recette. Souvent si c'est trop chaud, on vous bras en bas du bombe. Si tu es fâché, tu fais ce que tu veux. On est entre nous, ça ne va pas quelque part. C'est ce qui est mauvais dans le transport en commun. Chez nous en Afrique, toi-même tu comprends. Adamé Renan, en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan, en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont te bras. Adamé Renan, en bas du pont. C'est la mosquée, tu vas descendre. Adamé Renan, en bas du pont. C'est Mayafa, ils vont te bras.
diminue la recette pour ne pas qu'ils soient trop pressés. Ils tiennent la vie, les gens dans le même, sans oublier le café noir qui les accompagne. Ils ont laissé leur famille à la maison pour aller chercher, pour revenir les nourrir. Et la police qui ne fait que les traquer. Tout est compliqué, il faut les aider. Adjamérénol, la bas du pont, c'est la mosquée, tu vas descendre. Adjamérénol, la bas du pont, c'est Mayafa, ils vont te bras. Adjamérénol, la bas du pont, c'est la mosquée, tu vas descendre. Adjamérénol, la bas du pont, c'est Mayafa, ils vont te bras. Et après te donne 1000 francs, et ma monnaie. Et mon frère, faut être tranquille, il y a 1000 francs, c'est ça, ma monnaie, faut te calmer. Oui, Lydia, c'était la découverte de Ozzy Okafor. C'était la découverte de Ozzy Okafor depuis la Côte d'Ivoire. On espère que Comment tu as trouvé l'artiste, Lydia? Ah ben, je l'ai déjà écouté, il est génial. Oui. Passionné du reggae, en tout cas moi j'aime beaucoup le reggae. Voilà, Ozzy Okafor, à qui on fait un coucou, hein, sûrement il nous écoute ce dimanche depuis la Côte d'Ivoire. Coucou. Ben ça se dit reggae man, c'est un reggae man. Oui, un reggae man, ou bien un faiseur de musique reggae. Ah ben moi je dis reggae man, ouais. Alors Lydia, on va enchaîner avec notre rubrique, la chronique africaine.